midi 13 sur Lux Radio et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite les rendez-vous de l'immobilier avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4 qui nous a rejoint comme tous les jeudis. Bonjour Mohamed. Bonjour Asma, bonjour Dounia. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous chaque jeudi Asma. C'est partagé. Merci. Il est question aujourd'hui de l'immobilier résidentiel. Avant de vous laisser la parole Dounia, j'invite les auditeurs à réagir à tout moment et à poser leurs questions sur l'application Lux Radio. Et j'espère que ça vous fait plaisir d'être avec moi aussi. Bien sûr, Dounia. Bien sûr, Dounia. Alors, Mohamed Lazim, nous avons avec vous déjà parlé d'immobilier d'entreprise, d'immobilier touristique. Aujourd'hui, l'immobilier résidentiel. Résidentiel, oui. Est-ce que vous pouvez déjà nous apporter un petit aperçu ? Alors, donc c'est un sujet qui va intéresser tout le monde. Alors, tout d'abord, je rappelle que l'immobilier résidentiel, il comprend tous les biens construits dans le but de loger des personnes. Et là, on parle de villas, d'appartements, de maisons, etc. Et en analysant la situation du secteur de l'habitat au Maroc, on remarque deux constats. Le premier constat, c'est que la société marocaine est plus en plus urbaine. En fait, c'est que la population urbaine au Maroc, elle évolue selon un taux d'accroissement annuel moyen d'environ 3,7%. Et aujourd'hui, le taux d'urbanisation est passé de 29% en 1960 à 60% en 2016. Alors, cette forte urbanisation a occasionné un besoin en logement qui dépasse les 120 000 logements par an. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que au niveau du parc de logement, qui s'élève à hauteur de 8,9 millions, nous remarquons les situations suivantes. En fait, c'est que les logements vacants représentent environ 12% du parc. C'est énorme. Soit environ de 986 000 logements vacants. Deuxième situation, c'est que 65% du parc est sous forme de maisons marocaines. C'est-à-dire que le parc est dominé par les maisons marocaines au Maroc. Troisième situation, c'est que 62% des ménages sont des propriétaires, alors que seuls 27% des ménages sont des locataires. C'est-à-dire que les Marocains préfèrent acheter que louer. Également, 90% des logements n'excèdent pas R+2. C'est-à-dire, c'est ce qui marque la dominance du développement horizontal du secteur de l'habitat. 90% des logements ne dépassent pas R+2. Et également, donc, il y a 9 constructions sur 10 au niveau national ont été réalisées par des personnes physiques dans le cadre de l'autopromotion ou bien de l'autoconstruction. Ce qui dénote de la faible participation des secteurs privés et publics à la production du logement au Maroc. Et finalement, Dunia, c'est que environ la moitié du parc dépasse 20 ans d'âge. C'est-à-dire on a un parc de logements assez vieillissant. Voilà. D'accord, donc avec tous ces chiffres, on a clairement un champ, c'est la situation un aperçu. Du secteur. Voilà, on y voit plus clair. Le ministère de tutelle du secteur, c'est d'ailleurs celui de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Mohamed Lazim, pouvez-vous nous dire déjà quelles sont les synergies entre l'habitat et l'urbanisme ? Très bonne question, Dunia. Alors, donc il y a l'urbanisme et l'habitat. Alors, ils sont complémentaires. En fait, Dunia, c'est que l'urbanisme, c'est quoi? Donc, c'est celui qui arrête les règles. Et c'est celui qui arrête l'assiette pour développer l'habitat. Alors que l'habitat, c'est quoi? Donc, c'est une offre. C'est-à-dire, c'est la réponse à la demande pour que les gens puissent habiter. Donc, l'urbanisme, c'est la réglementation, c'est l'assiette sur laquelle se développe l'habitat. C'est la projection, alors que l'habitat vient pour répondre à la demande. Mais sur le plan procédural, l'urbanisme, c'est un pouvoir de réglementation qui doit être respecté par le secteur privé et par le secteur public. C'est pour cela que ce pouvoir doit être désassocié de l'habitat, à mon avis. D'accord. Alors, vous venez de parler de pouvoir de réglementation. Ouais. Justement, l'immobilier résidentiel, quels en sont les principaux acteurs ? Alors effectivement, Dounia, c'est que dans le secteur de l'habitat, plusieurs acteurs interviennent.
Donc, premièrement, il y a le ministère de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, comme étant tuteur du secteur, avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances. Et ces ministères-là, qui définissent en grande partie l'environnement du secteur de l'habitat au Maroc. Également, il y a des administrations publiques. Donc, il y a l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, qui définit la politique d'immatriculation et même les conditions de transfert de la propriété. Il y a le HCP, le Haut Commissariat au Plan, comme étant un acteur clé de l'observation du secteur et de son environnement. Et il y a 3 fédérations qui représentent les professionnels du secteur. Donc, il y a la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, la FNPI. Il y a la Fédération des industries des matériaux de construction et il y a la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics. Voilà les acteurs qui interviennent, les principaux acteurs qui interviennent. Voilà. Alors, je rappelle que nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Il est question de l'immobilier résidentiel au Maroc. D'ailleurs, si vous voulez réagir, poser vos questions, vous pouvez le faire sur l'application Lux Radio. Vous le disiez lorsque vous nous donniez un aperçu du secteur de l'immobilier résidentiel. Vous évoquez un besoin de 120 000 logements par an. Exact. D'après votre expérience, quelles sont les principales contraintes qui entravent la promotion du secteur de l'habitat dans le pays ? Alors, effectivement, donc le secteur de l'habitat, il souffre de certaines contraintes. Alors, il s'agit en l'occurrence de la première contrainte, c'est qu'en matière foncière, le secteur fait face à la complexité, à la diversité des statuts fonciers. On a beaucoup de statuts au Maroc. On a les terres collectives, les terres habous, le domaine privé de l'État, le domaine public, etc. Et ces statuts-là représentent une masse importante du foncier. Et je donne un exemple. Par exemple, les terres collectives, ça représente 15 millions d'hectares. Et ces statuts-là ne peuvent pas abriter des opérations immobilières de par leur nature juridique. Et là, on a déjà expliqué ça dans un numéro précédent. C'est que tous ces statuts-là, on ne peut pas investir sur ces statuts-là. Et ça représente une masse en matière du foncier. Alors, j'avais justement envie de rebondir. Parce que cette semaine, on recevait aussi un professionnel de l'immobilier qui disait qu'on ne peut pas parler de morosité dans le foncier au Maroc. Est-ce que vous êtes d'accord Non. C'était pour avoir votre point de vue. Oh non. J'ai déjà entendu l'émission. Alors, le foncier Dounia, c'est un handicap du secteur actuellement au Maroc. Alors, de par plusieurs facteurs. Le premier facteur, on a dit que le foncier, il y a beaucoup de statuts dans le foncier. Oui, c'est très complexe. C'est très complexe. Et le foncier, c'est un élément très important dans une opération immobilière. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut travailler sur. Et c'est pour cette raison qu'on a déjà traité le régime foncier au Maroc. Donc, pour vous, il y a quand même une morosité ambiante. Mais lui ne parlait pas uniquement du foncier. Il parlait de manière générale mais en termes d'offres et de demandes. Exact, mais en particulier le foncier. Alors, également, il y a la cherté du foncier. Au Maroc, le foncier, il est cher. Et comme j'ai dit lors d'un numéro précédent, c'est que le foncier, il représente entre 50 à 60% de l'opération immobilière. Je donne par exemple, au Canada, la charge foncière, c'est 13%. En Tunisie, c'est 15%. En Turquie, c'est 30 à 40%. Au Maroc, c'est entre 50 et 60%. Ah oui. C'est cher. Le gap est énorme. Oui. Également, notre contrainte, c'est que le marché de l'habitat, il fonctionne à 2 vitesses. Donc, il y a la vitesse de la réglementation qui encadre le secteur de l'habitat et il y a une vitesse de l'évolution du secteur. En fait, dans de nombreux cas, on relève un décalage entre les textes et la réalité. Oui. Ou du moins une dualité, on a pu le constater avec vous. Exact, Dounia. Ou du moins une difficulté des textes à encadrer les transformations enregistrées dans le secteur de l'urbanisme et de l'habitat. Une autre contrainte, c'est la modeste participation du secteur bancaire dans le financement des opérations immobilières. D'accord. Également, c'est la lourdeur des procédures administratives pour avoir l'autorisation de construire ou bien l'autorisation de lotir. Il y a également le faible taux d'immatriculation au Maroc, qui représente seulement 15% de l'assiette foncière. Et surtout que l'immatriculation foncière est exigée préalablement pour les autorisations de lotir et cela bloque l'ouverture du foncier à l'habitat. Il y a également les prescriptions urbanistiques qui limitent la verticalité des constructions, ce qui conduit à une extension horizontale très consommatrice du terrain et finalement on a un déficit en matière d'équipement
et d'infrastructures. Voilà Alors, quelques contraintes. Mohamed Lazim, selon le HCP, le poids de la moyenne, de la classe moyenne augmente de 53% en 2007. On est passé un peu moins de 59% en 2014. La classe moyenne, qui on le sait, est importante dans le tissu économique et social. Pourtant, beaucoup évoquent des difficultés pour trouver un logement convenable, décent. Quel regard portez-vous sur cette situation ? Effectivement, Dounia, c'est qu'aujourd'hui, la classe moyenne a du mal à se loger. Et ce n'est pas faute de moyens. Il faut dire ça. Il y a vraiment une inadéquation entre les besoins de cette frange de la population et l'offre qui existe. Et si les projets Rostandine se sont multipliés ces dernières années dans les grandes villes, et le dispositif du logement social a permis de mettre sur le marché une offre abondante à destination des couches défavorisées, la classe moyenne, malheureusement, ne trouve toujours pas un logement convenable. Et pourtant, on fait état d'une problématique qui est la constitution d'un apport pour pouvoir acheter. Vu que les banques ne couvrent plus en fait la totalité du prêt. On ne peut pas dire que c'est pas faute de moyens. Exactement. Il y a aussi une question de moyens dans l'histoire. Mais c'est pas, oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas la vraie question, parce que dans la classe moyenne, on ne trouve pas de logement. Quelqu'un qui est de la classe moyenne, il ne trouve pas de logement. Donc, soit il va chercher dans l'ostandine. L'inadéquation, on va dire, de l'offre. Bien sûr, avec la demande. Et vous savez très bien que la classe moyenne, c'est la classe la dominante du tissu social au Maroc. Donc, je dis donc, à ce titre, c'est que soit la personne s'endette fortement pour payer le prix élevé des appartements dits d'ostandine, ou soit il se rabat sur le logement social. Ou sur la maison marocaine, à cause bien sûr de l'absence, comme je viens de dire, de l'absence d'une offre adaptée. Et si je peux dire que le dispositif du logement subventionné pour la classe moyenne, qui est de 80 à 150 mètres carrés, à un prix maximum de 7200 dirhams le mètre carré TTC, qui est destiné aux ménages dont le revenu est inférieur à 20 000 dirhams par mois, bien sûr, ce dispositif-là n'a pas vraiment rencontré le succès espéré, de par le fait que les promoteurs préfèrent la promotion dans le standing, dans le social, que de par leur rentabilité attractive, que d'investir dans le logement de la classe moyenne. Ils voient d'autres intérêts. Bien sûr, la rentabilité. Ouais, le marché du logement social, vous l'évoquiez à l'instant, stagne depuis quelques temps. L'offre est là, mais le volume des transactions baisse, en tout cas à fin 2017. Il y avait une tendance baissière. Comment expliquer cette stagnation ? Alors, Dunia, c'est que le logement social proposé à des prix allant de 140 000 dirhams à 250 000 dirhams, il connaît effectivement une stagnation de la demande. Et moi, je peux expliquer cette stagnation pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a une suroffre de ce segment-là. Également, c'est que ce segment offre des superficies très petites. Également, c'est la faible qualité qui laisse souvent à désirer. Au niveau définition. Définition, exactement. Également, il y a le problème de l'isolement des projets du centre-ville. L'emplacement. Voilà, l'emplacement. Donc tout ça a occasionné ou bien ça a engendré cette situation de stagnation. En fait, c'est que le logement social, qui a été pendant des années le porte-drapeau de l'immobilier, peine aujourd'hui à trouver demandeurs. Et pas seulement dans les petites villes. Casablanca aussi s'en mêle. Et allez faire un tour dans les villes nouvelles de Rahma ou bien encore d'Oulad Azzouz et pour vous en rendre compte du nombre d'invendus qui est notable. En même temps, il faut dire que souvent c'est des gros projets avec, on dirait des blocs avec beaucoup d'appartements. Voilà. Exactement. Et les premiers logements sociaux tels qu'ils ont été conçus ont catégoriquement écrémé la demande solvable. Et il faut maintenant imaginer d'autres produits. Avec des conditions adaptées à la conjoncture actuelle. Par exemple, il faut baisser les prix afin de compenser le coût supplémentaire engendré par le transport. Également, il faut diversifier l'offre en concrétisant le projet locatif social. Et je peux dire que cette partie de la demande, qui est la demande solvable, a été freinée. Et avec sa disparition, le marché a perdu une bonne partie de sa clientèle solvable et il ne reste plus qu'une catégorie de personnes à la recherche d'un logement pour y habiter. Et cette partie-là n'est pas extensible à la ville ni Dounia. Mohamed Lazim, ceci étant dit, du coup, quelles sont vos recommandations pour relancer le secteur de l'habitat ? Alors Dounia, c'est que, à mon avis, c'est que pour relancer le secteur de l'habitat, je propose quelques mesures. La première, c'est qu'il faut mobiliser le foncier public. C'est très important pour pouvoir offrir une offre abondante en termes du foncier.
Il faut aménager de nouvelles zones en matière d'infrastructures et d'équipements pour pouvoir accueillir des programmes de logement. Il faut instaurer une nouvelle génération des plans d'aménagement, plus opérationnels et plus adaptés au rythme de la croissance urbaine. En fait, c'est qu'il faut que les plans d'aménagement prescrivent des COS et des CUS qui optimisent l'utilisation du sol tout en offrant bien sûr un cadre de vie respectueux. Il faut également accélérer la procédure d'obtention d'autorisation de lotir, d'autorisation de construire. Il faut assurer la qualification et l'encadrement de l'ensemble des intervenants de toute la chaîne dans l'acte de bâtir. Et finalement, il faut renforcer les liens entre le secteur public et le secteur privé par les partenariats. PPP. Voilà. Ouais, donc il y a qu'à Faucon, il y a du pain sur la planche. Un dernier mot, Mohamed Lazim? Un dernier mot après toutes ces recommandations. Alors Dounia. Pour clore le sujet. Oui. Bon, c'est la fin. Oui, c'est la fin. Malheureusement. Alors, ce que je peux dire ici, Dounia, c'est que le dispositif fiscal incitatif dédié aux logements sociaux arrive bientôt à sa fin. Et d'ici 2020, il va falloir réfléchir à un autre programme structurant. Par exemple, les programmes de logement pour la classe moyenne. Par exemple, un programme de logement pour le locatif social, le locatif pour le segment social. Et dans cette optique-là, je pense qu'il faut réfléchir à étendre les mêmes avantages tels qu'accordés au logement social aux autres segments, notamment le logement pour la classe moyenne et le marché locatif social. Alors, côté bilan donné, c'est que quoi qu'il en soit, le logement social a vraiment donné un nouveau souffle au secteur de l'habitat durant la dernière décennie. Et les réalisations sont là pour en attester. De 2010 à 2017, plus de 360 000 unités à 250 000 dirhams ont été achevées et même ont été reçus le certificat de conformité. Et en capitalisant sur cette expérience réussie, à mon sens, sur tous les plans, je pense qu'on pourra également réussir la promotion des autres segments, notamment les logements pour la classe moyenne. Voilà. Et vous parliez de l'horizon 2020, on le rappelle, c'est dans pas longtemps. C'est dans quelques mois. Voilà, c'est demain, on peut le dire. Merci Mohamed Lazim. Il était question de l'immobilier résidentiel au Maroc. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'immobilier. D'ici là, retrouvez cette interview en podcast sur l'application Lux Radio.